Alors Bertrand, on a vu Oui, une cher Xavier. émission avec Hugo Clément qui m'a fait drôlement penser à une émission que tu avais faite sur notre chaîne qui Ouais, s'appelait Le plastique, c'est fantastique avec Joseph Taillefer, ouais. où tu expliquais justement qu'il fallait pas toujours voir le plastique comme le diable absolu parce que les sacs en papier, en carton, etc., tous les emballages soi-disant écologiques n'étaient pas forcément toujours une très bonne idée. Or, Hugo Clément a fait un sujet là-dessus en disant que c'était une fausse bonne idée. Donc il a raison. Oui, alors il a pas quand même fait une émission pour défendre le plastique, mais il s'est posé les bonnes questions. Et comme on a vu la dernière fois, tu sais, j'avais dit, le problème avec Ego Clément, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait mature, et donc il a toujours l'air de tomber des nues en enfonçant des portes ouvertes, et se rendre compte que tout n'est pas si facile que ça, et que l'écologie ou l'environnement, disons, c'est plus compliqué qu'on ne croit, quoi. Et donc, il continue son petit bonhomme de chemin et sa formation accélérée dans le domaine de l'environnement en étant par ailleurs journaliste. Donc, il fait son stage de journalisme environnemental à France 2, quoi. Et donc, il fait ses petites enquêtes. Et là, ça a été sur le carton, puisque ça, c'est la mode, la grande mode, c'est d'utiliser du carton en lieu et place du plastique. Et évidemment, on en avait parlé avec Joseph Taillefer, qui avait sorti son livre, que j'ai mis derrière moi, qui s'appelle euh, Plastic Bashing ou un truc Stop au Plastic Bashing, je ne sais plus exactement le titre. Je vous renvoie à l'émission qu'on a fait dans la partie directe de notre chaîne. Et donc il va comme ça, bah, comme d'habitude, hein, il prend. Alors, le problème, on pourrait dire que son émission, c'est un peu grandeur et misère d'Hugo Clément. La grandeur parce qu'il pose des bonnes questions. Mais le problème, c'est qu'il va suivre toujours des écologistes, disons, ou des gens qui sont militants. Et il construit ses émissions en partant du constat ou de l'analyse des militants écologistes. Il fait toujours la même chose et c'est eux qui prend comme témoins et qui va guider, en fait, je pense, quand il construit son émission, eh bien, comment on appelle ça, la ligne directrice de son émission, quoi. Et donc là, il va notamment prendre Lise Nicolas et Enzo Mutini qui ont fondé Monsieur et Madame Recyclage et qui contestent justement l'utilisation du carton. Et donc ils vont suivre, il y a un patron d'entreprise qui a beaucoup de cartons et qui va amener son carton chaque jour, non, chaque semaine, je crois, il emmène, je crois, 100 kilos de carton pour qu'il se fasse recycler. Et ils vont suivre un container comme ça, puisque c'est amené dans une usine, et ils suivent le container, et ils se rendent compte que le container va jusqu'au Vietnam, figure-toi, pour être apparemment recyclé. Et donc il dit, mais c'est incroyable. Et alors, il y a Lise Nicolas, la fameuse Lise Nicolas, donc Madame Recyclage, du coup, qui dit, ah ben dis donc, moi qui fais l'effort de ne plus prendre l'avion, ça fait bien rigoler. Et bien sûr, c'est comme d'habitude avec les écologistes, entre guillemets. C'est toujours cette espèce de naïveté. Et voilà, ils se punissent, mais ils grandissent pas. Ils comprennent pas qu'en fait, leur espèce de militantisme n'a aucun sens. Alors, si tu veux, tu prends pas l'avion. Mais bon, vu ce qui se passe dans le monde, ça n'a absolument aucun d'impact. Donc, de même qu'à la fin, il va revoir le chef d'entreprise et il lui dit alors, t'es pas trop déçu d'apprendre ça, etc. Est-ce que tu vas continuer, est-ce que tu vas arrêter le recyclage? Et le patron qui dit certainement pas. Tu vois vraiment les convictions écologistes. Donc même malgré ce qu'il découvre, il va continuer ce recyclage qui va jusqu'au Vietnam, en espérant, dit-il, que ça change. Et donc tout est là comme d'habitude, c'est que en fait, on pense que le carton est mieux que le plastique, mais ça n'a, évidemment, c'est pas plus écologique que le plastique et ça peut même être pire. Et c'est ce qu'on avait analysé avec Joseph précisément. Pourquoi ça peut être pire? Ben, parce que quand tu supprimes quelque chose comme le plastique, il faut le remplacer par autre chose. Donc la question, est-ce que cette autre chose est mieux? Ce qu'on avait révélé bien avant, notamment quand j'étais passé sur Toxin Média, je crois, ou sur Radio Courtoisie à l'époque, je ne sais plus, où on avait expliqué ça avec une Clémence Dukova qui était totalement étonnée puisqu'elle était complètement anti-plastique. Mais donc le plastique a plein d'avantages, notamment c'est qu'il est fait à partir du naphta qui est un sous-produit du pétrole en fait. Et en fait, si tu n'utilises pas ce naphta, de toute façon, tu vas en avoir puisque tu importes du pétrole. Donc cette matière première, c'est comme si c'était un déchet de l'industrie pétrolière, un déchet que tu vas utiliser. Donc tu peux tout à fait considérer le plastique comme un truc écologique puisque tu le produis à partir de quelque chose qui aurait pu devenir un déchet, par exemple. Et puis surtout, utiliser ce naphta et ce plastique t'empêche d'utiliser d'autres matières premières. Si tu fais du verre, bah, tu fais avec du sable, donc il faut avoir des carrières de sable. Si tu fais du carton, il faut avoir des arbres. Et c'est ce que montre Hugo Clément, évidemment. Pour faire du carton, il faut des arbres.
Et donc, si tu utilises du plastique, tu n'utilises pas tous ces éléments naturels, etc. Donc, d'une certaine manière, tu peux tout à fait considérer que le plastique est plus écologique et que en fait, c'est une connerie de remplacer le plastique par du carton. Donc, voilà, donc je conseille évidemment d'aller regarder l'émission d'Hugo Clément sur le front. Il va aussi voir une usine d'amidon où il se rend compte qu'ils font en fait de l'amidon avec lequel tu vas faire des sacs avec du blé, du maïs, des pommes de terre, donc, et des choses qui auraient pu être transformées en aliments en fait. Mais en fait, les producteurs préfèrent le donner aux usines de carton parce que, d'amidon pour le coup, parce que c'est mieux rémunérateur. Donc évidemment, tu as cet aspect prix qui compte. Et à la fin, ils vont même utiliser la séance qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, tu sais, un gobelet qui était censé être sans plastique à l'Assemblée nationale et qui s'est trouvé, ils l'ont fait analyser, il y avait du plastique dedans, etc. Et il fait une analyse à la fin, en fait, en se rendant compte que le gobelet en plastique est beaucoup plus léger et même a un impact carbone beaucoup moins, enfin, moins important que l'impact du gobelet en carton. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, il interroge tous les députés, tu vois, un échantillon de députés. Alors tous les autres, il y a plein de députés qui disent ah c'est très bien, etc. Sauf un député du Gers qui a l'air d'un gars, tu vois, du pays, une espèce de paysan bien du Gers, et qui dit ouh je sais pas ce qu'il y a dedans, moi, etc. Donc lui, il a la bonne réaction parce qu'il est un peu plus futé et il comprend aussi les difficultés ou l'arnaque écologiste, quoi. Tandis qu'il y a plein de gens plutôt urbains si tu veux, plein de députés urbains qui vont dire ah ouais c'est génial et tout, dont la présidente, je crois, de l'Assemblée qui dit ah oui, on est très fiers ou je sais pas quoi. Et donc voilà où on en est. Donc évidemment, ça a été contesté, il a été critiqué, et c'est vrai que son truc, comme il suit trop en fait les éléments de langage des ONG ou des militants, en fait il y a plein de choses critiquables dans dans ce qu'il a fait, et je vous renvoie à la critique qui a été faite par les producteurs de carton. Vous trouverez ça assez facilement. Ils ont analysé le discours d'Hugo Clément en trouvant plein d'erreurs. Bon, allez voir ça. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat, mais évidemment que ce débat doit avoir lieu. Mais en tout cas, derrière les fabricants de carton, il y a évidemment c'est des syndicats finalement qui agissent pour leur propre intérêt. Là, le carton a beaucoup, comment dire, est, est très utilisé et ça marche très très fort à cause de cette réputation d'écologique, mais c'est pas plus écologique, et je dirais que dans bien des cas, c'est moins écologique que le plastique. Et même on avait vu avec Joseph Taillefer que en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un gobelet qui est fabriqué, de recycler un gobelet en papier parce qu'il va y avoir une couche de plastique qui va être mis dedans pour assurer son étanchéité, évidemment. Mm. Le plastique, c'est étanche de fait, tu n'as pas besoin de mélanger des matières. Le carton, non, donc tu es obligé de mettre une couche de plastique pour que ce soit étanche. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à recycler. C'est plus difficile aussi à fabriquer. Donc, tu as ces aspects-là. Mais je dirais que moi, la question d'utilisation du carton ou du plastique, ça me fait rire. Moi, je pense qu'il faut, de toute façon, il y aura toujours un impact environnemental, que ce soit du carton ou du plastique. Il faut s'y faire et qu'il y a d'autres éléments qui nous vont permettre d'acheter soit du carton, soit du plastique. Par exemple, moi, au travail, dans les bureaux, on a acheté des verres en carton parce que moi, je trouve ça plus élégant, plus qualitatif. Et quand j'ai des invités, je préfère leur donner un café dans un verre en papier, etc. Oui, une tasse en papier, cartonné, disons, qu'un truc en plastique très très mou, etc. Ça fait plus classe et c'est mieux adapté. Donc l'aspect écologique passe en second pour moi. Écologique, encore une fois, ça dépend aussi. Est-ce que c'est écologique par rapport aux matières utilisées, par rapport au fait que ce soit recyclable ensuite, par rapport à l'impact CO2? Enfin, écologique, ça ne veut rien dire. Il faudrait prendre cas par cas le sujet en question. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc Hugo Clément a raison et je pense que c'est quelqu'un qui va évoluer en fait au cours du temps. Et ce sera quelqu'un qui sera intéressant à réécouter dans 10-15 ans si tu veux mon avis, et qui aura, à mon avis, mis de l'eau dans son vin. Il a eu une deuxième réflexion intéressante, c'est quand il a parlé de youtubeur là, qui s'est amusé à monter l'Everest et à sortir son film en disant que l'Everest c'était devenu le Dubaï de l'alpinisme. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? oui. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a eu cette fameuse. Alors, j'ai pas regardé, malheureusement, je vais essayer de regarder ça parce que ça a l'air intéressant. Inox Tag, hein, c'est difficile, Hmm. je ne connaissais pas moi.
Pourtant, j'en connais des youtubeurs, mais lui, je connais pas. Moi, je connais Squeezie, tout ça, tu vois. Non, mais Inox Tag, donc je le connaissais pas, mais il a monté l'Everest. Il a fait, apparemment, il y a un truc, il y a un succès absolument phénoménal. Alors, je crois que c'est passé sur la 1, mais il y a des reportages un peu partout. C'est très, voilà, ça a eu un succès fou et ça a été commenté partout. Alors, par Écolucide, hein, nos écologistes de droite préférés, qui ont dit, ah oui, c'est quand même aller si loin, quel l'impact carbone, quoi, hein, si tout le monde se met à faire ça. Bon, les conneries habituelles. Hein, on va rester chez soi et voilà. C'est beaucoup mieux, pourquoi pas. Et puis, mais Hugo Clément, finalement, a défendu Inoxtag en disant, mais oui, de dehors, ça va pas du tout favoriser les gens qui vont. Je veux dire, c'est pas parce que son public ne va pas aller à monter l'Everest parce que voilà, ça va provoquer aucun élan vers l'Himalaya, parce que c'est déjà des gens des riches, par exemple, qui se payent ce genre de choses, hein, comme dans la fusée de Elon Musk. Il y en a qui se payent l'Everest, voilà. Mais par contre, l'intérêt du reportage, dit-il, du film qui est très bien fait apparemment, c'est qu'il montre d'abord les dégradations que subit l'Everest à cause du tourisme. Et puis, on pourrait dire quand même que la concentration de pollution à l'Everest, bah, peut-être libère les autres espaces qui, pour le coup, restent naturels. Et puis en plus, il dit en fait, que le message du film, c'est aussi bougez-vous les fesses, arrêtez de rester derrière vos écrans et tentez des aventures, etc. Hein, c'est un peu ça le message. Et Hugo Clément dit, bah, c'est très bien d'envoyer ce genre de message à la jeunesse pour qu'ils se remuent. Hugo Clément, qui est lui-même, si tu le suis un peu sur les réseaux sociaux, je pense à une espèce d'hyperactif qui fait beaucoup de sport. Il est tout le temps en train de faire des espèces de marathons, de courses avec des amis et tout. Donc voilà, il sort aussi des écrans et il fait des activités de pleine nature, je dirais. Et pour lui, c'est positif. Donc saluons aussi ce message d'Hugo Clément qui n'a pas condamné comme ça, un peu de façon bêtasse, l'initiative de ce youtubeur. Alors, on a une autre actualité qui est un peu moins amusante, c'est la nouvelle Commission européenne avec l'arrivée de 2 commissaires européens, donc dont on a parlé sur actionecologie.org dans notre dernier article, qui sont en gros une Espagnole et un Danois, je crois, tous deux fervents antinucléaires et qui sont à des commissariats stratégiques puisqu'il s'agit de l'écologie, enfin de la transition verte, pardon, et de l'énergie. Tout à fait. Donc ça, on a un article qui est sur notre site internet, donc allez le voir. Donc ça, c'est les équilibres au niveau de la Commission européenne. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, et oui, il y a des anti-nucléaires à la Commission européenne. Donc voilà. Mais ça nous permet de voir aussi que ces modifications de la nouvelle Commission nous fait attendre aussi le gouvernement Barnier. Et alors, on l'attend toujours. Ça risque, bon, on ne sait pas exactement qui sera à l'écologie, peut-être Madame Pannier-Runacher, qui avait été ministre de l'Énergie, si tu t'en souviens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une nouvelle dans le cabinet de Michel Barnier, puisqu'il a déconnecté, ça a fait un article dans le média Acteur Public, et donc il y a eu une déconnexion du secrétariat à la planification écologique du cabinet du Premier ministre. Alors, le secrétariat à la planification écologique, c'est un truc qui a été inventé par Macron. Après, je crois que Nicolas Hulot a démissionné pour placer la planification écologique au plus haut sommet de l'État et pour que ça devienne une priorité sur tous les autres politiques de la France. Et donc, naturellement, ce secrétariat, disons le chef de ce secrétariat d'État, qui était Antoine Pellion, eh bien, était dans le cabinet, faisait office de conseiller sur les questions environnement, agriculture, transport, logement, énergie. Tu vois? Et donc, tu avais une personne comme ça en charge de la planification écologique et qui était chef de toutes ces thématiques-là. Donc, on comprend tout à fait que toutes ces thématiques-là vont être soumises à l'agenda écologique et donc à des formes de décroissance. Je le fais un peu vite, mais je renvoie à toutes nos vidéos précédentes et à tout ce qu'on dit habituellement sur ce qu'est l'écologie comparativement à l'environnement. Mais là, ce qui est intéressant, donc il y a cette déconnexion, puisque ce secrétariat à planification écologique perd du pouvoir. Et il va nommer quelqu'un en chef du pôle questions environnementales. Et les mots ont un sens. Et c'est monsieur Vincent Lebiez. Et ce monsieur vient du corps des mines, en fait, et a fait une carrière, si tu veux, énormément sur les questions énergétiques.
et il était dernièrement adjoint au délégué interministériel au nouveau nucléaire. Donc il était plutôt dans le côté relance économique et spécifiquement sur le nucléaire. Et donc c'est lui qui devient chef de questions environnementales. Et alors là, il est critiqué immédiatement par les écologistes parce qu'on estime que voilà, c'est un, c'est une défaite de l'écologie, puisque c'est- puisque le secrétariat d'État n'a plus la place qu'il avait auparavant. Et alors, ce qui est marrant dans l'article des acteurs publics, c'est que il y a une histoire de sémantique. Et ça, c'est mon truc depuis quelques années maintenant, et c'est notre truc à Action Écologie, de dire que la défaite de l'écologie qui va se produire dans les années qui viennent se traduira institutionnellement et sémantiquement, avec le retour en force du mot environnement qui avait disparu. Et donc là, c'est quand même significatif, et on peut se féliciter qu'on avait vu juste, c'est qu'on voit réapparaître le mot environnement, justement. Donc là, c'est les changements sémantiques, et aussi les changements d'organisation institutionnelle, quand on voit que ce secrétariat à la planification écologique, finalement, est rétrogradé. Et on verra dans les années qui viennent, ou peut-être plus tôt qu'on ne croit, le retour d'un ministère de l'Environnement en lieu et place du ministère de l'Écologie. Je ne pense pas qu'ils vont le faire dès maintenant, mais c'est très possible que ça arrive également. Et donc, en fait, donc il y a carrément dans l'article cette mise en valeur de la sémantique. Et c'est une des premières fois que je le vois. Et les services du Premier ministre ont répondu en disant que non, non, en fait, derrière le conseiller aux questions environnementales, il y aura bien toujours les questions de transport, de logement et d'énergie, mais il n'y aura plus les questions agricoles. Donc c'est déjà un premier point, tu vois, il y a déjà une politique sectorielle qui est sortie finalement des griffes de l'environnement, d'accord? Et donc c'est quand même quelque chose de, à mon avis, significatif. Et donc je vois de plus en plus cette histoire de sémantique. Je voudrais aussi te citer un article que j'ai lu aujourd'hui dans le Figaro, qui est à propos alors c'est de la Grande Motte, en fait, la ville utopique inspirée des pyramides de la Grande Motte, qui a été fait par un architecte qui s'appelle Monsieur Balladur, comme l'ancien Premier ministre. Et à un moment donné, il y a des photographes qui se sont interrogés sur l'action de ce Monsieur Balladur. Et donc, euh, je vais retrouver ça. Ah voilà, c'est ça. Alors, selon lui, selon le photographe qui est interrogé, Balladur était en avance sur son temps, en partie parce que son rêve d'une ville immergée dans la nature a fait de lui un environnementaliste. À ne pas confondre avec un écologiste. Un environnementaliste se concentre sur les conséquences environnementales des activités humaines, tout en considérant que de simples aménagements de notre système social et économique permettront de les contenir, bien moins radicalement engagé politiquement que l'écologiste. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est que franchement, je suis quand même pas mal l'actualité de l'écologie, et coup sur coup, tu vois, on voit cette sémantique et cette différenciation que les gens font. Alors, je ne sais pas s'ils écoutent Bertrand Alliot et qu'ils suivent Action Écologie. Euh, Peut-être que c'est le cas. Il faut peut-être pas donner plus d'importance qu'on en a, mais c'est quand même étonnant. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une convergence aussi de la pensée finalement, que ce qu'on avait annoncé finalement vient naturellement parce que c'est dans l'ordre des choses en fait. Et on voit de plus en plus, voilà, coup sur coup, là, ces mots environnement revenir, mais que c'est pas seulement un changement de mots, comme je l'ai dit depuis longtemps, c'est aussi un changement d'état d'esprit. Et là, on voit revenir l'environnement. Donc ça me semble vachement intéressant. Donc voilà, et on va voir si tout ça est confirmé dans les mois qui viennent. Très bien. Eh ben, écoute, comme tu disais, ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nos idées commencent à infuser pas mal. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà, exactement. Et puis à très vite, on va voir comment est fait ce nouveau gouvernement. Et si on a un Voilà. ministre de l'Environnement ou de l'écologie. Je pense qu'on aura toujours un ministre de l'écologie, mais voilà. Eh ben, merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt. Au revoir.